J'étais assise dans la salle d'attente du médecin quand mon téléphone a sonné. C'était Angela, ma fille unique. Sa voix semblait étrange, presque froide, quand elle a dit « Maman, on part demain en Europe. Ta maison à la plage et ta voiture, je les ai déjà vendues. On avait besoin de l'argent. Salut. » Et elle a raccroché, juste comme ça. 45 ans à l'élever, à me sacrifier pour elle, et elle me jette comme une ordure. Mais j'ai respiré profondément et j'ai souri, parce qu'il y avait quelque chose que ma chère fille ignorait. Je m'appelle Antonia, j'ai 71 ans et jusqu'à ce moment-là, je pensais connaître ma fille. Je venais de devenir veuve il y a 6 mois. Roberto, mon mari, est mort d'une crise cardiaque. Pendant qu'on prenait le petit déjeuner ensemble, comme chaque matin depuis 45 ans. Ce matin-là, il m'avait servi un café au lait et des tartines. Comme toujours, il m'avait embrassé sur le front et m'avait dit « Bonjour mon amour ». Ce furent ses derniers mots. Depuis ce jour, Angela avait été plus présente dans ma vie. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Elle venait me voir 3 fois par semaine. Elle m'aidait pour les démarches du funérail, m'accompagnait au marché. Elle m'avait même suggéré d'aller chez le médecin pour un bilan de santé générale. « Maman, tu dois prendre soin de toi maintenant que tu es seule », me disait-elle avec ce sourire. Que je croyais être de l'amour, mais que je comprends maintenant comme un sourire d'intérêt. La maison à la plage avait été notre refuge pendant des années. Roberto et moi l'avions achetée quand Angela avait 15 ans, avec beaucoup d'efforts et de sacrifices. Chaque été, on y allait. On y a construit des souvenirs, fêté des anniversaires, des Noëls. Angela y emmenait ses petits amis, puis Eduardo, son mari. Je cuisinais pour tout le monde, je nettoyais, je faisais les lessives. C'était notre tradition familiale. Je n'aurais jamais cru qu'elle verrait tout ça uniquement comme de l'argent. Et la voiture, ce vieux Volkswagen que Roberto chérissait comme un fils. Il le lavait chaque dimanche, changeait l'huile régulièrement, le garait toujours à la même place, à l'ombre de l'arbre. Angela savait ce que cette voiture représentait pour moi. C'était la dernière chose qu'il me restait de lui. Son odeur était encore imprégnée dans les sièges. Quand elle a raccroché, je suis resté assise là, sur cette chaise en plastique vert inconfortable, entourée d'autres malades. Et pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas pleuré. Quelque chose d'étrange s'est passé en moi, un calme. Que je n'avais pas ressenti depuis la mort de Roberto, parce qu'à ce moment-là, je me suis souvenu de quelque chose que j'avais complètement oublié. 3 jours avant de mourir, Roberto m'avait donné une grande enveloppe. « Antonia, garde ça dans le tiroir de ta commode. Si jamais il m'arrive quelque chose, ouvre-la après un certain temps. Mais seulement quand tu te sentiras prête. » Je l'avais rangée sans trop y penser. Après les funérailles, avec la douleur et les démarches, je l'avais tout simplement oubliée. Mais elle m'attendait chez moi. L'infirmière m'a appelé pour entrer dans le cabinet. Le docteur m'a examiné. Il m'a dit que j'allais bien pour mon âge, que j'avais juste besoin de plus de repos et de mieux manger. Je hochais la tête et je souriais, mais mon esprit était ailleurs. Je pensais à cette enveloppe, à la froideur dans la voix d'Angela, à comment Eduardo était sûrement derrière tout ça. Il ne m'avait jamais aimé, il m'avait toujours vu comme un poids. Je suis sorti du cabinet et j'ai marché lentement jusqu'à l'arrêt de bus. Je n'avais plus de voiture, d'après Angela. Mais en attendant, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Il y avait quelque chose de poétique dans tout ça. Ma fille croyait m'avoir laissé sans rien, mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que Roberto, mon cher Roberto, avait toujours été un homme prévoyant. Le bus est arrivé et je me suis assise près de la fenêtre. J'ai regardé la ville défiler, les maisons, les boutiques, les gens qui couraient dans tous les sens. Chacun avec ses propres drames, ses propres secrets. Moi aussi, j'avais les miens, et j'étais sur le point de les découvrir. Quand je suis arrivé chez moi, je suis monté directement dans ma chambre. J'ai ouvert le tiroir de la commode et l'enveloppe était là, exactement où je l'avais laissée. Mes mains tremblaient un peu en la prenant. Je sentais qu'il y avait plusieurs documents à l'intérieur. Roberto avait écrit mon nom dessus, avec son écriture soignée. Je me suis assise sur le lit que nous avions partagé pendant tant d'années et j'ai respiré profondément. Dehors, la nuit commençait à tomber et la maison se remplissait de ces ombres familières qui ne me faisaient plus peur. J'ai ouvert l'enveloppe lentement, comme si je déballais un cadeau d'anniversaire. Ce que j'ai trouvé à l'intérieur allait tout changer.
Ce que j'ai trouvé dans cette enveloppe m'a coupé le souffle. Il y avait des documents légaux, des actes de propriété, des certificats bancaires et une lettre écrite à la main par Roberto. Mes yeux se sont remplis de larmes en lisant son écriture familière. Ma chère Antonia. Si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus avec toi. Pardonne-moi de ne pas t'avoir tout dit pendant que j'étais en vie. Mais je voulais te protéger des soucis. Pendant toutes ces années, j'ai investi nos économies dans des biens immobiliers et des affaires. On n'a pas seulement la maison de la plage, on a 6 autres propriétés. Y compris l'immeuble où vivent Angela et Eduardo. On a aussi des actions dans 3 entreprises qui valent bien plus que tu ne peux l'imaginer. Tu es riche, mon amour. Tu as toujours été riche, mais maintenant tu le es aussi sur le papier. Mes mains tremblaient pendant que je regardais les documents. Il y avait des actes de maison dans plusieurs quartiers de la ville. Un appartement au centre-ville, un petit hôtel sur la côte. Et effectivement, l'immeuble de 20 étages où vivait ma fille. Roberto avait été le propriétaire silencieux pendant les 10 dernières années. Mais il avait mis tout au nom d'une entreprise que je ne connaissais pas. Et d'après les papiers, j'étais la seule héritière de cette entreprise. Il y avait aussi des relevés bancaires de comptes dont je n'avais jamais entendu parler. Des montants qui semblaient irréels. Roberto avait été chauffeur de bus pendant 40 ans, mais apparemment, c'était aussi un investisseur très malin. Chaque peso qu'on épargnait, chaque sacrifice qu'on faisait. Il les avait fait fructifier en silence et je n'avais jamais rien su. Dans la lettre, Roberto expliquait qu'il avait tout gardé secret. Parce qu'il ne voulait pas que je m'inquiète pour l'argent. Ni que Angela découvre notre vraie situation financière. Mais tu connais notre fille, Antonia. Si elle savait qu'on avait autant d'argent, son attitude changerait. Je veux qu'elle nous aime pour ce que nous sommes, pas pour ce qu'on possède. Quelle ironie. Notre fille nous avait abandonnés en pensant qu'on n'avait rien. Alors qu'en réalité, on avait tout. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai marché dans la maison, touchant les vieux meubles. Les décorations que Angela avait toujours critiquées comme étant dépassées. J'ai regardé les photos de famille accrochées au mur. Surtout celle où elle avait 5 ans, assise sur les genoux de Roberto, en train de rire. Où était passée cette petite fille douce? Quand était-elle devenue si froide, si calculatrice? Le lendemain, très tôt, le téléphone a sonné. C'était encore Angela. Sa voix semblait différente, plus douce. Mais j'avais déjà appris à me méfier de ces changements de ton. Maman, comment tu vas? Je voulais te dire qu'on a déjà transféré l'argent de la maison et de la voiture. On a déposé ta part sur ton compte. Ce n'est pas beaucoup, mais ça t'aidera à vivre quelques mois pendant que tu cherches quelque chose de plus petit. Ma part, ai-je demandé en gardant une voix calme. Oui, maman. Évidemment, on n'allait pas te laisser sans rien. On t'a donné 30%. C'est juste, non? On a besoin de l'argent pour l'investissement en Europe. Eduardo a une super opportunité là-bas. 30% de mes propres affaires. Quelle générosité. Je comprends, ma fille. Et vous partez quand? Aujourd'hui en fin d'après-midi. On a déjà fait les valises. On va être parti au moins 6 mois. Peut-être plus si l'affaire fonctionne bien. Mais ne t'inquiète pas, maman. Quand on revient, on t'aide à trouver un petit appartement. Quelque chose adapté à tes besoins. Adapté à mes besoins, comme si elle savait ce dont j'avais besoin. D'accord, Angela. Bon voyage. Oh, maman, je savais que tu comprendrais. Tu as toujours été si compréhensive. On t'aime beaucoup. Et elle a raccroché. Je suis resté là, le téléphone à la main. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai ri. J'ai ri comme je ne l'avais pas fait depuis la mort de Roberto. La situation était tellement absurde qu'elle en devenait drôle. Ma fille m'avait volé, elle m'avait chassé de ma propre maison. Elle m'avait parlé avec une condescendance insupportable. Et tout ça pour financer une aventure en Europe qui serait probablement un désastre. Mais ce qui me blessait le plus, ce n'était pas l'argent. C'était la facilité avec laquelle elle m'avait rejeté. 45 ans de vie consacrée à elle, de sacrifice, d'amour inconditionnel. Et elle m'avait rayé de sa vie avec un coup de fil de 2 minutes. Ça, c'était dur. J'ai vérifié mon compte bancaire en ligne. Effectivement, ils avaient déposé une somme. Qui leur semblait probablement généreuse, mais qui, pour moi, était une insulte.
Ils avaient vendu la maison de la plage pour bien moins que sa valeur. Sûrement parce qu'ils avaient besoin de l'argent vite. Et la voiture de Roberto avait été bradée. Cet après-midi-là, depuis ma fenêtre, j'ai vu Angela et Eduardo charger des valises dans un taxi. Ils portaient 2 énormes valises. Elle avait un sac de voyage qui semblait très cher. Je les ai vus rire, s'embrasser, faire des plans. Ils ressemblaient à 2 ados excités par une aventure. Ils ont tourné les yeux vers ma fenêtre, mais ne m'ont jamais dit au revoir. Quand le taxi est parti, je me suis assise dans la cuisine avec une tasse de thé et les documents de Roberto étalés sur la table. Je devais prendre des décisions. Je pouvais appeler un avocat, réclamer mes biens, récupérer tout ce qu'on m'avait pris. Mais quelque chose me disait qu'il y avait une meilleure façon de gérer ça, une manière plus éducative. J'ai appelé Roré, l'avocat qui s'était occupé des affaires de Roberto. Il était venu aux funérailles, m'avait présenté ses condoléances, m'avait dit que si j'avais besoin de quoi que ce soit, je ne devais pas hésiter à l'appeler. Eh bien, maintenant j'avais besoin de lui. Madame Antonia, quel plaisir de vous entendre. Comment allez-vous? Bien, Roré. J'ai besoin de vous voir d'urgence. J'ai trouvé des documents de Roberto que je ne comprends pas très bien. Bien sûr, vous pouvez venir à mon bureau demain matin. J'y serai. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi profondément. J'ai rêvé de Roberto. Il était assis dans son fauteuil préféré, lisant le journal comme chaque matin. Et quand il m'a vu, il m'a souri et m'a dit, « Il était temps, mon amour. Il était temps que tu te défendes. » Je me suis réveillé avec une sensation étrange. Ce n'était pas vraiment du bonheur, mais ce n'était plus la tristesse que j'avais ressentie pendant si longtemps. C'était quelque chose comme de la détermination. Pour la première fois depuis la mort de Roberto, j'avais un but clair. J'allais récupérer ce qui m'appartenait, mais pas de la manière à laquelle Angela s'attendait. Le lendemain matin, je me suis préparé avec plus de soin que d'habitude. J'ai mis ma robe couleur vin, celle que Roberto disait toujours qu'elle me rendait élégante. Je me suis coiffé, maquillé un peu, et en me regardant dans le miroir, j'ai vu une femme que je n'avais pas vue depuis longtemps. J'ai vu une femme forte. Le bureau de Roré se trouvait au centre-ville. C'était un vieux bâtiment mais élégant, avec des sols en marbre et de grandes fenêtres. Roré m'a accueilli avec un sourire chaleureux, mais quand je lui ai montré les documents, son expression a complètement changé. Madame Antonia, c'est bien plus que ce que j'imaginais. Roberto était un homme très intelligent. Regardez, selon ses papiers, vous êtes propriétaire de... Je sais, Roré, je les ai déjà lus. Ce que je veux savoir, c'est ce que je peux faire légalement. Roré m'a expliqué que tout était en règle, que les documents étaient valides, que j'étais bien la propriétaire légale de tous ces biens. Il m'a aussi confirmé quelque chose que je soupçonnais déjà. La vente de la maison de la plage avait été illégale, car Angela n'avait pas le droit de la vendre. Nous pouvons récupérer la maison immédiatement, Madame Antonia, et nous pouvons aussi poursuivre légalement votre fille pour fraude. Non, Roré, je ne veux pas aller en justice. Je veux faire ça autrement. Je veux que tout reste secret pour l'instant. Pouvez-vous m'aider? Roré m'a regardé avec curiosité, puis a hoché la tête. Bien sûr, vous êtes ma cliente. Que voulez-vous faire? J'ai besoin que vous récupériez discrètement la maison de la plage. Que vous fassiez le nécessaire pour annuler cette vente frauduleuse. Et que vous m'aidiez à prendre le contrôle réel de tous mes biens, surtout de l'immeuble où vit ma fille. Je comprends. Ce sera un processus qui prendra quelques semaines, mais c'est tout à fait faisable. Parfait. Et Roré, je veux que personne ne sache que c'est moi qui suis derrière tout ça, au moins pour le moment. Quand je suis sorti du bureau de Roré, j'avais l'impression de me réveiller d'un très long sommeil. J'ai marché dans les rues du centre-ville, regardant les gens, les bâtiments. La vie qui suivait son cours normalement. Mais pour moi, tout avait changé. J'avais un plan. Les semaines suivantes furent les plus étranges de ma vie. Officiellement, j'étais une veuve pauvre abandonnée par sa fille. Mais en secret, j'étais une femme riche qui organisait en silence la reprise de son patrimoine. Roré travaillait efficacement, et tous les quelques jours, il m'appelait pour me donner des nouvelles de l'avancement des démarches légales. J'ai décidé de rester dans ma maison en attendant. Elle m'appartenait, après tout. Même si Angela pensait sûrement que j'irais vivre dans une chambre en pension. Chaque matin, je me levais,
je prenais mon petit déjeuner à la même table où Roberto et moi avions partagé tant d'années. Puis je sortais me promener dans le quartier. Les voisins me saluaient avec ce mélange de pitié et de curiosité qu'ils réservent aux veuves récentes. Aurora, ma voisine de toujours, est venue me voir un après-midi pendant qu'elle arrosait ses plantes. Antonia, ma chérie, c'est vrai que Angela est partie en Europe et t'a laissée seule? Oui, Aurora. Elle est partie avec Eduardo. Ils ont des projets d'affaires là-bas. Et comment vas-tu faire pour vivre, ma fille? Tout le monde sait que Roberto n'a pas laissé beaucoup d'argent. Si tu savais, ai-je pensé. Ne t'inquiète pas, Aurora. Je vais m'en sortir. Tu as besoin de quelque chose? Je peux t'apporter à manger, t'aider pour les courses. Tu es très gentille, mais je vais bien, vraiment. Aurora m'a regardé avec cette expression que je connaissais bien. C'était le même regard qu'après les funérailles, plein de compassion. Mêlé d'un peu de soulagement que ce ne soit pas sa propre tragédie. Eh bien, tu sais où me trouver si tu as besoin de quelque chose. Ces conversations se répétaient sans cesse. Le boucher, le boulanger, la dame de l'épicerie du coin, tous me parlaient avec ce ton doux qu'on utilise pour les malchanceux. Et moi, j'hochais la tête, je souriais, je remerciais leur attention. Mais au fond, une part de moi appréciait ce rôle. C'était comme vivre une double vie. Roré m'a appelé un mercredi matin. Madame Antonia, j'ai de bonnes nouvelles. J'ai réussi à annuler la vente de la maison de la plage. Les acheteurs ne savaient pas que la vente était frauduleuse. Alors ils ont récupéré leur argent sans problème. La maison est à vous de nouveau. L'excellent, Roré. Et l'immeuble où vit Angela? Ça, c'est plus compliqué. Techniquement, vous en avez toujours été la propriétaire via l'entreprise. Mais il faut faire quelques changements administratifs pour que vous ayez le contrôle direct. Ça devrait prendre 2 semaines de plus. Parfait, tenez-moi au courant. Après avoir raccroché, je me suis assise dans la cuisine avec mon café et j'ai pensé à Angela. Elle était en Europe depuis 3 semaines et je n'avais eu aucune nouvelle d'elle. Pas un appel, pas un message, même pas une carte postale. Pour elle, j'avais cessé d'exister dès qu'elle avait eu l'argent dont elle avait besoin. Mais je savais que ça allait bientôt changer. J'ai décidé de visiter la maison de la plage. J'ai pris le bus jusqu'à la côte, le même trajet que Roberto et moi avions fait des centaines de fois. La maison était exactement comme dans mes souvenirs, petite, peinte couleur crème, avec une terrasse donnant sur la mer. Les nouveaux propriétaires avaient mis quelques plantes en pot, mais à part ça, tout était pareil. Je me suis assise sur le trottoir d'en face et je l'ai regardé pendant 1 heure. Je me suis rappelé les après-midi d'été quand Angela était petite, courant sur la plage, construisant des châteaux de sable. Roberto grillait du poisson au barbecue pendant que je préparais des salades dans la cuisine. Angela amenait ses amis, puis ses petits copains, puis Eduardo. Tous ces moments heureux qu'elle avait réduits à une simple transaction commerciale. Un vieil homme est sorti de la maison et m'a vu assise là. Il s'est approché, curieux. « Vous allez bien, madame ? » ?»« Oui, merci. Je suis juste en train de me souvenir. Je connaissais les anciens propriétaires. »« Ah oui ? Quelle tristesse ce qui s'est passé. On nous a dit que la vieille dame était très malade et devait vendre vite. On a pensé que c'était une affaire, mais maintenant il s'avère que la vente n'était pas légale. On a dû rendre la maison. Vous les avez connus personnellement ? Non, tout s'est fait par des intermédiaires, mais on nous a dit que c'est la fille qui gérait tout. Car la mère ne pouvait pas. Quelle triste situation. Si tu savais à quel point c'est triste, ai-je pensé. Eh bien, je suis contente que vous n'ayez pas perdu votre argent. Oui, heureusement tout s'est bien réglé. Mais maintenant, il faut qu'on cherche une autre maison. Celle-ci nous plaisait beaucoup. Je suis parti de là le cœur lourd. Ce n'était pas juste l'argent qui me faisait mal. C'était la facilité avec laquelle Angela avait menti sur moi. Elle avait inventé une histoire sur ma maladie. Elle avait utilisé ma prétendue faiblesse pour justifier ses actions. Pour elle, je n'étais pas une personne avec des sentiments, mais un obstacle à éliminer. Ce soir-là, j'ai rappelé Roré. Roré, j'ai besoin de votre aide pour autre chose. Je veux récupérer aussi la voiture de Roberto. Ça va être plus compliqué, Madame Antonia. La voiture était bien à votre nom, mais votre fille avait une procuration qui lui permettait de la vendre. Comment est-ce possible ?
Apparemment, vous avez signé cette procuration il y a quelques mois, après la mort de votre mari. Vous ne vous en souvenez pas? Voilà. C'était le moment où Angela avait commencé à tout planifier. Je me suis vaguement souvenu avoir signé quelques papiers qu'elle m'avait apportés. En me disant que c'était pour faciliter les démarches du funérail et de l'héritage. J'étais tellement perdu dans la douleur que j'ai signé sans les lire. Quel naïf j'ai été. Je comprends, Rory. Il y a un moyen de récupérer la voiture? On peut essayer, mais ce sera plus compliqué. Il faudrait prouver que vous avez signé cette procuration sous tromperie ou pression. Alors faisons-le. Je veux récupérer tout ce qu'on m'a pris. Pendant les semaines suivantes, j'ai suivi une étrange routine. Le matin, j'étais la veuve pauvre que tout le monde connaissait. Je sortais acheter le nécessaire, je parlais aux voisins, je gardais les apparences. Mais l'après-midi, je devenais une femme d'affaires. J'étudiais les documents de Roberto, je parlais avec Rory, je planifiais mon prochain mouvement. J'ai appris des choses sur la finance que je n'aurais jamais cru devoir apprendre. J'ai découvert que Roberto avait été bien plus intelligent que je ne le pensais. Chacun de ses investissements avait été soigneusement réfléchi. L'immeuble où vivait Angela, par exemple, ne rapportait pas seulement grâce au loyer. Il se trouvait dans une zone qui prenait rapidement de la valeur. J'ai aussi découvert qu'Eduardo, le mari d'Angela, avait des dettes. Beaucoup de dettes. Il avait contracté des prêts en mettant en garantie l'appartement où il vivait, sans savoir qu'il n'en était pas le véritable propriétaire. Quand les banques découvriraient cela, il aurait de sérieux problèmes. Rory m'a appelé un vendredi avec des nouvelles importantes. Madame Antonia, nous avons terminé toutes les démarches. Vous avez maintenant le contrôle total de tous vos biens. J'ai aussi récupéré la voiture de Roberto. L'acheteur s'est révélé être une de mes connaissances et, quand je lui ai expliqué la situation, il a accepté de la rendre contre une petite compensation. Excellent travail, Rory. Maintenant, j'ai besoin que vous m'aidiez pour autre chose. Je veux que vous envoyiez une lettre à ma fille. Quel genre de lettre? Une lettre d'expulsion. Il y eut un silence au bout du fil. Madame Antonia, vous êtes sûre de vouloir faire cela? Tout à fait sûre. Elle a décidé que je n'étais pas importante dans sa vie. Elle va maintenant découvrir à quel point je le suis. Je comprends vraiment. Vous voulez que je l'envoie en Europe? Non. Je veux qu'elle la reçoive à son retour. Et j'ai le sentiment que ce retour est pour bientôt. Et je ne me trompais pas. Ce même après-midi, Aurora est arrivée en courant chez moi avec les derniers potins du quartier. Antonia, tu savais qu'Eduardo a des problèmes avec la banque? Mon beau-frère, qui travaille là-bas, m'a dit qu'ils enquêtaient sur des prêts qu'il a fait en garantissant leur appartement. Mais il s'avère que cet appartement ne lui appartient pas. Vraiment? Oui. Et il paraît que Angela ne savait rien. On dit qu'elle va devoir rentrer d'Europe pour régler ce bazar. Et quelle situation compliquée. Oui. Et le pire, c'est qu'apparemment Eduardo lui a menti sur l'affaire en Europe. Il n'y avait aucun projet. Il voulait juste fuir ses dettes. Parfait. Tout se déroulait exactement comme je l'avais prévu. Angela avait fait confiance à Eduardo, avait sacrifié notre relation pour lui. Et maintenant elle découvrait qu'il n'était pas l'homme qu'elle pensait. Ce soir-là, je me suis assise sur la terrasse avec une tasse de thé et j'ai regardé les étoiles. Roberto disait toujours que les étoiles étaient les âmes des gens qui avaient vécu une vie pleine, veillant sur leur famille depuis le ciel. Si c'était vrai, alors il était là-haut, regardant comment son plan se déroulait parfaitement. Merci, mon amour, dis-je au ciel. Merci de veiller sur moi-même après ta mort. Le lendemain matin, Rory m'a appelé tôt. Madame Antonia, il y a du nouveau. Votre fille vient d'arriver au pays. Elle est à l'aéroport, seule. Oui, apparemment Eduardo est resté en Europe. Il y a des rumeurs qu'ils se sont violemment disputés. Je vois. Tu as envoyé la lettre? Je vais l'envoyer aujourd'hui. Elle devrait la recevoir demain. J'ai raccroché et je suis resté là, dans la cuisine, avec un mélange de nervosité et d'excitation. Après toutes ces semaines de planification silencieuse, le moment du premier geste réel était enfin arrivé. Angela allait découvrir que sa mère n'était pas la victime sans défense qu'elle croyait. Angela est arrivée à son appartement mardi soir. Je le savais car Aurora, qui avait des espions partout dans le quartier, est venue me l'annoncer le lendemain. Antonia,
ta fille est rentrée hier soir. Je l'ai vue monter avec une valise, mais elle avait l'air très mal, pâle, des cernes sous les yeux, comme si elle avait pleuré pendant tout le vol. Seule? Complètement seule. Et chose étrange, Antonia, quand le gardien lui a demandé ses clés, elle ne les avait pas. Elle a dû demander au concierge d'ouvrir avec la clé de secours. Intéressant. Eduardo avait les clés, donc il avait sûrement décidé de ne pas revenir. Ou alors Angela avait découvert quelque chose à son sujet et s'était enfuie. Quoi qu'il en soit, ma fille était de retour et très bientôt, elle allait recevoir mon petit cadeau de bienvenue. Roré m'a appelé ce même après-midi. Madame Antonia, la lettre a été remise il y a 1 heure. Le gardien m'a confirmé que votre fille l'a reçue en main propre. Parfait. Combien de temps avons-nous donné? 30 jours pour quitter l'appartement, comme le prévoit la loi. Mais, Madame Antonia, vous êtes sûre de vouloir faire cela? C'est votre fille, après tout. Roré. Ma fille m'a jeté hors de ma propre maison par un appel de 2 minutes. Elle a vendu mes affaires sans me demander. Elle m'a traité comme si j'étais un déchet. Maintenant, elle va apprendre que chaque action a ses conséquences. Je comprends. Je voulais juste m'assurer que vous aviez bien réfléchi à tout ça. J'y ai bien réfléchi, Roré. À tout. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté éveillé à imaginer le visage d'Angela quand elle lirait la lettre. La confusion d'abord, puis l'incrédulité, ensuite la panique. Elle penserait sûrement que c'était une erreur, qu'on essayait de l'arnaquer. Mais quand elle appellerait pour vérifier, elle découvrirait que tout était parfaitement légal. Le lendemain matin, comme si elle attendait mon appel, le téléphone a sonné à 8 heures. C'était Angela, et sa voix semblait désespérée. Maman, il faut qu'on parle, c'est urgent. Bonjour, ma fille. Comment s'est passé ton séjour en Europe? Maman, j'ai pas le temps pour ça. J'ai reçu une lettre bizarre hier. Elle dit que je dois quitter mon appartement dans 30 jours. C'est sûrement une erreur, non? Tu sais quelque chose? Une lettre d'expulsion? Quelle étrange nouvelle. Et de la part de qui? D'une entreprise dont je n'ai jamais entendu parler. Attends, je cherche la lettre. Inversion Roberto S.A. Tu connais? Roberto avait utilisé son propre nom pour l'entreprise. Quelle poésie. Non, ma fille, jamais entendu parler. Tu es sûr que la lettre est vraie? C'est ce que je veux vérifier. Maman, j'ai besoin de ton aide. Je ne sais pas quoi faire. Eduardo m'a laissé en Europe, il est parti avec une autre femme. Et maintenant je rentre à ça. Je comprends rien. Et voilà la confirmation. Eduardo l'avait abandonné, sûrement quand il n'y avait plus d'argent ou quand il avait compris que les problèmes juridiques ici étaient pires qu'il ne pensait. Pauvre Angela, elle avait sacrifié sa famille pour un homme qui ne valait rien. Je suis désolé, ma fille. Tu es où, maintenant? Je suis dans l'appartement, mais je ne sais pas pour combien de temps. Maman, je peux venir te voir? J'ai besoin de parler à quelqu'un. J'ai plus personne. L'ironie était parfaite. Maintenant qu'elle avait perdu l'homme pour qui elle m'avait abandonné. Elle se souvenait qu'elle avait une mère. Bien sûr, ma fille. Viens quand tu veux. J'arrive tout de suite. J'ai raccroché le téléphone et je me suis regardé dans le miroir. Je devais être parfaite pour ce rôle. J'ai mis ma robe grise la plus sobre, j'ai attaché mes cheveux en un chignon simple. Et j'ai pratiqué mon expression de mère inquiète, mais résignée. Quand Angela arriverait, elle verrait exactement ce qu'elle s'attendait à voir. Une pauvre veuve vulnérable abandonnée par sa propre fille. Angela est arrivée 1 heure plus tard. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai été surprise de voir à quel point elle avait changé. Elle avait perdu du poids, elle avait de profondes cernes et ses vêtements chers étaient froissés et négligés. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. Maman, dit-elle, et pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait me prendre dans ses bras. Mais elle s'est arrêtée comme si elle se rappelait soudain comment les choses s'étaient terminées entre nous. Entre, ma fille. Tu veux un café? Oui, s'il te plaît. Nous nous sommes assises dans la cuisine, à la même table où j'avais lu les documents de Roberto, quelques semaines plus tôt. Angela semblait petite sur cette chaise, perdue, comme lorsqu'elle était enfant et venait me parler de ses problèmes d'école. Maman, je suis vraiment désolée pour la façon dont je suis partie.
Je sais que je t'ai maltraité. C'est du passé, ma fille. Non, ce n'est pas du passé. Je t'ai mal parlé, je t'ai dit des choses horribles. Et maintenant? Sa voix se brisa. Maintenant je n'ai plus personne. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Eduardo? Il est parti avec une serveuse d'un hôtel à Paris, une fille de 25 ans. Il s'avère qu'il n'y avait jamais eu de projet en Europe. Tout était faux. Il voulait juste fuir ses dettes ici et a utilisé l'argent de la vente de ta maison pour financer son aventure. Toutes les dettes? Oui maman, beaucoup de dettes. Il paraît qu'il avait contracté des prêts pendant des années. En utilisant l'appartement où on vivait comme garantie. Mais maintenant j'apprends qu'il n'en était même pas le propriétaire. Comment c'est possible? Voilà, c'était mon opportunité. Je ne sais pas, ma fille. Les affaires de propriété, c'est très compliqué. Le problème, c'est que maintenant les banques me poursuivent moi pour ces dettes. Ils disent que comme on était mariés, je suis aussi responsable. Et en plus, cette lettre d'expulsion. Maman, je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas d'argent, pas de travail, pas d'endroit où vivre. Elle s'est mise à pleurer. Des larmes vraies, de désespoir sincère. Et pendant un instant, mon cœur de mère s'est attendri. J'ai eu envie de la prendre dans mes bras, de la consoler, de lui dire que tout allait s'arranger. Mais je me suis souvenu de la froideur dans sa voix quand elle m'a appelé depuis le cabinet médical. De la facilité avec laquelle elle m'avait rejeté. De la façon dont elle m'avait traité comme un fardeau. Tu as parlé à un avocat pour la lettre? Je n'ai pas d'argent pour un avocat, maman. On a dépensé tout notre argent en Europe. Eduardo est parti avec le peu qu'il restait. Quand il est parti avec cette femme. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. J'ai pensé que peut-être je pourrais rester chez toi un moment. Juste le temps de trouver un travail et un petit logement. Voilà la question que j'attendais. Après m'avoir chassé de chez moi, après avoir vendu mes affaires. Après m'avoir traité comme une moins que rien. Elle voulait maintenant que je la sauve. Elle voulait que la veuve pauvre qu'elle avait créée la sorte des conséquences de ses propres actes. Bien sûr, ma fille, ici ce sera toujours ta maison. Angela m'a regardé, surprise, comme si elle ne s'attendait pas à ce que ce soit si facile. Vraiment, maman? Après tout ce qui s'est passé? Tu es ma fille, Angela. Ça ne changera jamais. Elle s'est levée, cette fois, elle m'a vraiment prise dans ses bras. C'était une étreinte désespérée, celle de quelqu'un qui se noie et s'accroche à la seule chose qui lui reste. Je l'ai serrée aussi, mais ce n'était plus avec l'amour inconditionnel d'avant. Il y avait maintenant du calcul dans mon étreinte. Une stratégie. Merci maman. Je te promets que je vais vite trouver du travail. Je ne veux pas être un poids. Ne t'inquiète pas pour ça maintenant. Repose-toi, reprends des forces, et on verra ensuite les options. Angela est repartie cet après-midi-là pour récupérer quelques affaires dans son appartement. Je suis resté dans la cuisine à penser à quel point ça avait été facile. Elle était venue à moi exactement comme je l'avais prévu, brisée, désespérée, sans solution. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'elle ne se doutait de rien. Pour elle, j'étais encore la mère pauvre et abandonnée qui avait besoin de sa compassion. Mais ce n'était que la première partie de mon plan. L'avoir sous mon toit me donnait l'occasion parfaite pour la phase suivante. J'allais la laisser s'installer, se sentir en sécurité, croire qu'elle avait trouvé refuge ici. Et ensuite, au moment où elle s'y attendrait le moins. Je lui montrerai la différence entre être pauvre par choix et être pauvre par conséquence. Ce soir-là, j'ai appelé Roré. Roré, j'ai besoin que tu fasses encore quelque chose pour moi. Et dites-moi, Madame Antonia. Je veux que tu enquêtes sur les dettes d'Eduardo. Je veux savoir exactement combien il doit, à qui. Et quelles options j'ai légalement pour séparer ça de ma fille. Ça va prendre du temps, mais c'est faisable. Parfait. Et Roré, je veux que ça reste strictement secret. Personne ne doit savoir que c'est moi qui suis derrière cette enquête. Bien sûr, Madame Antonia. Puis-je vous demander, quel est votre plan final? Mon plan, Roré, est très simple. Je vais sauver ma fille. Mais d'abord, elle doit comprendre ce que ça veut dire de vraiment toucher le fond. Quand j'ai raccroché, je me suis servi un verre du vin que Roberto gardait pour les grandes occasions. Cela faisait longtemps que je n'avais pas vécu un moment aussi spécial.
La partie venait de commencer. Et pour la première fois depuis des mois. J'avais toutes les bonnes cartes en main. Angela a emménagé chez moi le lendemain. Elle est arrivée avec 2 valises et une boîte en carton. Tout ce qui lui restait de son ancienne vie. Je l'ai regardée déballer dans sa vieille chambre. Celle où elle avait dormi durant son adolescence. Et j'ai vu l'humiliation dans chacun de ses gestes. Elle était passée d'un appartement luxueux à un retour dans sa chambre d'ado. « Maman, j'ai trouvé ça dans l'appartement. » me dit-elle en me montrant une grande enveloppe. C'était parmi les affaires d'Eduardo. Il y a ton nom dessus. C'était une autre enveloppe de Roberto. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Mais j'ai gardé mon calme. Mon nom? C'est étrange. Oui, regarde. Elle me montra l'enveloppe. Effectivement, mon nom y était écrit de la main de Roberto. Mais cette enveloppe était différente de celle que j'avais trouvée dans ma commode. Elle était plus petite, plus récente. Peut-être qu'Eduardo l'a trouvée parmi les affaires de papa après sa mort. Et qu'il a oublié de me la donner, dit Angela. C'est possible. Je peux voir ça. J'ai ouvert l'enveloppe devant elle. À l'intérieur, il y avait une lettre courte et une petite clé. La lettre disait: Antonia. Si tu lis ceci après avoir reçu la première enveloppe, c'est que notre fille traverse un moment difficile. Cette clé ouvre un coffre à la Banque Centrale, agence du centre-ville. Le numéro est 247. Là-bas, il y a quelque chose qui peut t'aider à l'aider. Mais utilise-le avec sagesse. Avec tout mon amour. Roberto. Angela lut la lettre par-dessus mon épaule. Un coffre. Papa avait un coffre? J'en savais rien. Ton père ne m'en a jamais parlé. Tu crois qu'on devrait aller voir ce qu'il y a dedans? Je ne sais pas, ma fille. Peut-être qu'il vaut mieux laisser les choses comme elles sont. Mais maman, peut-être qu'il y a quelque chose d'important là-dedans. Des papiers, ou, je sais pas, quelque chose de précieux qui pourrait nous aider. Le désespoir dans sa voix était évident. Angela s'accrochait à la moindre chance de s'en sortir. Et moi, j'allais la laisser espérer encore un peu. Avant de lui montrer toute la vérité. D'accord, dis-je après une pause bien calculée. On peut y aller demain. Ce soir-là, Angela et moi avons dîné ensemble pour la première fois depuis des mois. Elle avait cuisiné pour être utile. Mais le repas avait le goût de la culpabilité et du désespoir. Elle m'a raconté plus de détails sur ce qui s'était passé en Europe. Et chaque histoire était pire que la précédente. Et Eduardo m'a menti sur tout, maman. Pas seulement sur les affaires, mais aussi sur ses dettes. Je pensais qu'il devait juste un peu d'argent. Mais en fait, il doit plus de 100 000 pesos. Et le pire, c'est qu'il a utilisé mon nom pour certains prêts, sans que je le sache. Comment c'est possible? Il a falsifié ma signature. Quand je me suis marié avec lui, je lui avais donné des papiers pour qu'il gère les démarches bancaires du compte commun. Jamais je n'aurais cru qu'il les utiliserait pour ça. Tu peux prouver que tu ne savais pas? Je ne sais pas. Tout est si compliqué. Les banques disent que comme on était mariés. Je suis responsable de toutes ces dettes quand même. Et pour le divorce? Je ne sais même pas où il est. Eduardo a disparu. Son téléphone est déconnecté. Il ne répond pas aux mails. Rien. C'est comme s'il s'était évaporé. Parfait. Eduardo s'était enfui comme le lâche qu'il avait toujours été. Laissant Angela affronter seule les conséquences de ses actes. D'une certaine manière, il m'avait rendu service. Ma fille vivait maintenant ce que moi j'avais ressenti quand elle m'avait abandonné. La trahison de quelqu'un en qui on avait mis toute sa confiance. Je suis désolé, ma fille. Je ne savais pas que c'était si grave. Moi non plus, maman. Je croyais qu'Eduardo m'aimait, qu'on allait construire quelque chose ensemble. Mais en fait, je n'étais qu'un moyen facile pour lui d'obtenir de l'argent et des papiers. Angela recommença à pleurer. Comment j'ai pu être aussi stupide? Comment j'ai pas vu qui il était vraiment? C'était tentant de lui dire que j'avais vu les signes depuis le début. Que je l'avais prévenu, que je n'avais jamais eu confiance en Eduardo. Mais ça aurait brisé mon rôle de mère douce et compréhensive. L'amour rend parfois aveugle. Ne te blâme pas, ma fille. Mais maman, j'ai pas seulement gâché ma vie. J'ai aussi gâché la tienne.
Je t'ai traité horriblement. Je t'ai pris ta maison, ta voiture, tes affaires. Et tout ça pour un homme qui m'a abandonné à la première occasion. C'est du passé, Angela. Non, ce n'est pas du passé. Maintenant, on est toutes les deux dans la merde à cause de moi. Tu as perdu tout ce que papa t'a laissé. Et moi j'ai perdu mon mariage et mon avenir. On est deux femmes pauvres qui essaient de survivre. Si seulement elle savait, pensais-je. Si elle savait que, là, maintenant, j'ai plus d'argent qu'elle ne pourrait jamais l'imaginer. Que je suis la propriétaire de l'immeuble où elle vivait. Que je pourrais résoudre tous ses problèmes avec un simple appel. Mais ce n'était pas encore le moment. Le lendemain, nous sommes allés à la banque. Angela était nerveuse, pleine d'espoir. Moi, je jouais encore mon rôle de veuve confuse qui ne comprenait pas grand-chose aux finances. L'employé nous a conduites au coffre. A vérifié mon identité. Et a ouvert le coffre numéro 247. À l'intérieur, il y avait des bijoux. Beaucoup de bijoux. Des bagues, des colliers, des bracelets, des boucles d'oreilles. Certains venaient clairement de la famille de Roberto. D'autres étaient totalement nouveaux pour moi. Il y avait aussi une lettre qui expliquait l'origine de chaque bijou et leur valeur estimée. Angela resta bouche bée. Maman, ça vaut une fortune. Tu crois? Regarde cette émeraude, ce collier de perles. Maman, papa avait caché un trésor ici. Elle valait environ 200 000 pesos. C'était une somme importante, mais rien comparé au reste de mon patrimoine. C'était comme trouver des pièces sous le canapé quand on a 1 million de pesos à la banque. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça, maman? Je ne sais pas, ma fille. Ce sont des souvenirs de famille. Mais maman, on pourrait vendre certaines pièces. Avec cet argent, tu pourrais récupérer ta maison à la plage, et moi je pourrais rembourser une partie des dettes d'Eduardo. Et voilà encore. Même quand elle découvrait quelque chose de précieux. La première réaction d'Angela était de penser à comment l'utiliser pour régler les problèmes qu'Eduardo avait causés. Elle n'avait toujours rien appris. Tu es sûr de vouloir utiliser l'héritage de ton père pour payer les dettes d'Eduardo? Quelle autre option j'ai, maman? Si je ne paie rien, les banques vont saisir tout ce que j'ai. Et techniquement, je n'ai rien. Tout était au nom d'Eduardo. Réfléchis bien, ma fille. Une fois que tu vends ces bijoux, tu ne pourras plus jamais les récupérer. Je sais, mais que puis-je faire d'autre? Je ne peux pas trouver de travail avec tous ces problèmes juridiques en cours. Aucun employeur ne voudra engager quelqu'un avec autant de soucis légaux. Nous avons ramené les bijoux à la maison. Angela les a étalés sur la table de la cuisine et les a examinés un par un. En calculant lesquels elle pourrait vendre et lesquels elle pourrait garder. C'était douloureux de la voir réduire les souvenirs de son père à des chiffres sur une feuille de papier. Maman, je pense qu'avec ça, on peut régler les problèmes les plus urgents. Pas tous, mais au moins les plus graves. Et après? Après, je chercherai du travail, j'essaierai de reconstruire ma vie. Peut-être que je pourrais louer une petite chambre, quelque chose de pas cher. Tu n'as pas besoin de partir, ma fille. Tu peux rester ici aussi longtemps que nécessaire. Non, maman, j'ai déjà trop abusé de ta gentillesse. Et toi aussi, tu as besoin d'argent. Tu ne peux pas m'entretenir indéfiniment. C'était fascinant de voir comment Angela s'était inventé une image complètement fausse de ma situation financière. Pour elle, j'étais une pauvre veuve qui avait à peine de quoi vivre. Alors qu'en réalité, j'avais assez de ressources pour acheter l'immeuble entier où on avait trouvé les bijoux. Cet après-midi-là, Roré m'a appelé. Madame Antonia, j'ai le rapport complet sur les dettes d'Eduardo. La situation est pire que ce que je pensais. À quel point pire? Il doit plus de 200 000 pesos à plusieurs banques. Et il a aussi des dettes envers des prêteurs privés. Le plus inquiétant, c'est qu'il aurait utilisé des documents falsifiés avec la signature de votre fille pour certains de ses prêts. Cela veut dire que Angela est responsable? Légalement, c'est compliqué. Si on peut prouver qu'elle ne savait rien, on pourra peut-être la dégager de certaines dettes. Mais ce sera un processus long et coûteux. Combien coûteux? Pour un bon avocat spécialisé dans ce genre de dossier, probablement 50 000 pesos. Et il n'y a aucune garantie de succès. Je comprends. Et si elle décidait simplement de payer les dettes? Si elle a l'argent, ce serait la solution la plus rapide.
Mais je doute qu'elle ait accès à cette somme. Aurore, je veux que tu prépares tous les documents nécessaires pour libérer ma fille de ses dettes. Mais ne lui dis rien pour l'instant. C'est vous qui allez payer, Madame Antonia? Je ferai tout ce qu'il faut pour protéger ma fille. Mais ça doit être géré de manière très spécifique. Quand j'ai raccroché, j'ai trouvé Angela dans le salon, regardant les bijoux avec une expression triste. Elle avait l'air perdue, comme une enfant qui a cassé son jouet préféré et ne sait pas comment le réparer. À quoi tu penses, ma fille? Ah papa. À quel point il serait déçu de moi s'il voyait ce que j'ai fait de ma vie. Ton père t'aimait beaucoup, Angela. Il comprendrait. Non, maman. Il m'a appris à être responsable, à valoriser la famille, à ne pas être égoïste. Et j'ai fait exactement l'inverse. J'ai abandonné ma mère pour un homme qui s'est révélé être un menteur. J'ai vendu les souvenirs de ma famille pour de l'argent. J'ai détruit tout ce qu'il avait construit. Pour la première fois depuis son retour, j'ai entendu un véritable regret dans sa voix. Ce n'était pas seulement du remords à cause des conséquences, mais la reconnaissance sincère qu'elle avait fait quelque chose de moralement mauvais. Les gens font des erreurs, ma fille. Ce qui compte, c'est d'en tirer des leçons. Mais comment on apprend de ça, maman? Comment je répare le mal que j'ai fait? Voilà la question que j'attendais depuis longtemps. Angela était enfin prête à affronter la vérité sur ses actes et leurs conséquences. Mais ce n'était pas encore le moment de révéler ma dernière carte. Elle devait d'abord toucher le fond, vraiment. Les jours suivants ont été cruciaux pour mon plan. Angela a décidé de vendre la majorité des bijoux, ne gardant que la bague de fiançailles que Roberto m'avait offerte. Et un petit collier ayant appartenu à sa grand-mère. Je l'ai vu se préparer pour aller dans les bijouteries. Chercher les prix, négocier avec des acheteurs. C'était douloureux de la voir transformer des décennies d'histoire familiale en transactions commerciales. Mais c'était nécessaire pour qu'elle comprenne le poids réel de ses décisions. Maman, j'ai obtenu 180 000 pesos pour les bijoux, me dit-elle un après-midi en comptant les billets sur la table de la cuisine. C'est moins que ce que j'espérais, mais c'est suffisant pour payer les dettes les plus urgentes. Tu es sûr de vouloir faire ça? Je n'ai pas le choix. Si je ne paie rien bientôt, ils vont tout saisir. Même cette maison pourrait être en danger s'ils prouvent que j'ai un lien légal avec les biens. Quelle ironie. Angela s'inquiétait de perdre une maison dont j'étais la propriétaire, en payant les dettes d'un homme qui l'avait abandonnée, avec l'argent de bijoux ayant appartenu au même homme, qui avait créé la fortune qui pourrait, en réalité, la sauver. Et comment tu vas décider quelle dette payer en premier? J'ai parlé avec une conseillère financière gratuite à la banque. Elle m'a dit de donner priorité aux dettes qui ont des garanties réelles, parce que ce sont celles qui peuvent mener à des saisies immédiates. Angela avait énormément mûri en seulement quelques semaines. La femme qui avait vendu mes affaires sans me demander était maintenant en train d'analyser attentivement chaque décision financière. La souffrance l'avait rendue plus responsable, mais aussi plus fragile. Ce soir-là, pendant qu'elle classait les papiers des dettes sur la table, j'ai reçu un appel d'Aurore. Madame Antonia, j'ai des nouvelles importantes. On a retrouvé Eduardo. Où est-il? À Paris, comme votre fille le soupçonnait. Mais voici ce qui est intéressant. Il essaie d'obtenir la résidence française à travers un mariage fictif avec la jeune femme que votre fille avait mentionnée. Un mariage fictif? Oui. Apparemment, elle a besoin de papiers, et lui a besoin d'un moyen de rester en Europe sans être expulsé. Mais le plus important, c'est qu'on a trouvé des preuves qu'il a falsifié les documents de votre fille. Intentionnellement, dans le but de fuir le pays. Cela veut dire que Angela peut être libérée de ses dettes. Avec cette preuve, on peut démontrer la fraude et la contrainte. Votre fille n'aurait rien à payer de ce qu'Eduardo a fait dans son dos. C'était parfait. J'avais le moyen de sauver Angela de toutes ses dettes légalement, sans qu'elle soupçonne une seconde que j'avais aussi l'argent pour le faire. Aurore, je veux que tu lances immédiatement la procédure légale. Je le dis à votre fille? Non. Je veux que ce soit totalement terminé avant de lui dire quoi que ce soit. Je ne veux pas lui donner de faux espoirs. Compris. Ça va prendre environ 3 semaines, peut-être un mois. Parfait. Quand j'ai raccroché, Angela m'a regardé avec curiosité. C'était qui, maman?
Une dame qui cherchait Doña Mercedes, la voisine du coin. Elle s'est trompée de numéro. Mentir était devenu facile. Chaque jour, je me sentais plus à l'aise dans cette double vie que je menais. D'un côté, j'étais la mère pauvre et abandonnée que Angela croyait être réelle. De l'autre, j'étais une femme riche, orchestrant en silence le salut et l'apprentissage de ma fille. Durant les 2 semaines suivantes, j'ai vu Angela lutter avec des décisions qu'elle n'avait jamais eu à prendre. Comment faire durer l'argent pour manger? Comment négocier avec des créanciers? Comment chercher du travail avec un passé financier entaché? C'était une éducation cruelle, mais nécessaire. Maman, aujourd'hui je suis allée à 3 entretiens d'embauche. Me dit-elle un après-midi, en rentrant les pieds gonflés et le visage fatigué. Dans 2 d'entre eux, on m'a dit qu'ils ne peuvent pas m'embaucher à cause de mes problèmes juridiques en cours. Et dans le 3e? Ils m'ont proposé un travail à mi-temps, pour nettoyer des bureaux la nuit. Tu vas l'accepter? Je n'ai pas le choix. Ça paie très peu, mais c'est mieux que rien. Et je peux travailler la nuit pour continuer à chercher mieux dans la journée. Voir ma fille, qui avait vécu dans le confort pendant plus de 40 ans. Se préparer à nettoyer des bureaux la nuit. Me brisait le cœur. Mais me remplissait aussi de fierté. Elle affrontait enfin la réalité sans attendre que quelqu'un d'autre règle ses problèmes. Tu es sûr de pouvoir supporter autant de travail physique? Je vais devoir apprendre. Je ne peux plus continuer à être un poids pour toi, maman. C'est déjà beaucoup que tu me laisses vivre ici sans rien payer. Cette maison est à toi aussi, Angela. Non, maman, cette maison est à toi, et si je suis ici, c'est grâce à ta générosité. Mais je ne vais pas en abuser pour toujours. Un soir, pendant que Angela était à son premier tour de nettoyage, Aurora est venue me rendre visite. Elle s'est assise avec moi dans la cuisine, une tasse de thé à la main, en regardant les photos de famille accrochées au mur. Antonia, je dois te demander quelque chose. Tu savais que Angela allait revenir dans cet état? Que veux-tu dire? Eh bien, quand elle est partie, elle semblait tellement sûre d'elle, tellement arrogante. Elle parlait de la grande vie qu'elle allait avoir en Europe, du succès d'Eduardo. Et maintenant, elle revient complètement détruite, femme de ménage, vivant à nouveau chez toi. La vie réserve bien des surprises, Aurora. Oui, mais il y a autre chose. J'ai observé Angela ces derniers jours, et elle semble différente, pas seulement triste, mais humble. Comme si elle avait compris quelque chose d'important. Aurora avait toujours été très perspicace. Tu penses qu'elle a compris quoi? Je crois qu'elle a compris la valeur des choses qu'elle prenait pour acquises. Comme le fait d'avoir une mère qui l'aime inconditionnellement. Peut-être. Antonia, je peux te dire quelque chose? Quand Angela est partie et t'a traité aussi mal. Beaucoup d'entre nous avons pensé que tu ne lui pardonnerais jamais. Et pourtant, te voilà à la soigner à nouveau, lui offrant un foyer quand elle n'a nulle part où aller. C'est ma fille, Aurora. Oui, mais toutes les mères n'en feraient pas autant, surtout après avoir été traitée comme tu l'as été. Si seulement Aurora savait toute la vérité. Que j'avais le pouvoir de résoudre tous les problèmes d'Angela. Mais que j'avais choisi de la laisser souffrir un peu plus pour qu'elle apprenne la leçon jusqu'au bout. Tu crois que je fais ce qu'il faut? Je crois que tu fais ce qu'une bonne mère ferait. Mais je crois aussi que Angela doit vraiment comprendre ce qu'elle a perdu quand elle t'a abandonné. Que veux-tu dire? Je crois qu'elle doit te valoriser non seulement comme la mère qui vient toujours la sauver. Mais aussi comme la femme forte qui a construit une vie stable pendant 45 ans. Elle doit te respecter, pas juste avoir besoin de toi. Aurora avait mis le doigt sur le cœur de mon plan. C'était exactement ça. Je ne voulais pas que Angela revienne vers moi par désespoir. Je voulais qu'elle revienne par respect sincère et amour mature. Et comment tu crois que ça peut arriver? Je crois que ça arrive déjà. Je l'ai vu ces jours-ci, Antonia. Sa façon de te parler est complètement différente. Ce n'est plus la fille qui te donne des ordres ou te traite comme un fardeau. C'est une femme adulte, reconnaissante d'avoir une mère comme toi. Ce soir-là, quand Angela est rentrée de son travail. Je l'ai vue arriver fatiguée, mais avec une dignité nouvelle. Elle avait gagné ses quelques pesos par son propre effort, et ça comptait pour elle. Alors, comment s'est passé ton premier jour? Difficile, mais pas aussi terrible que je le pensais. Les autres dames m'ont beaucoup aidé. L'une d'elles, Doña Carmen, m'a appris des astuces pour nettoyer plus efficacement.
Donia Carmen? Oui, elle a 60 ans et elle nettoie des bureaux depuis 20 ans. Elle m'a raconté qu'elle a commencé après que son mari l'a quittée avec 3 jeunes enfants. Elle dit que ce n'était pas le travail de ses rêves. Mais que ça lui a donné de l'indépendance et de la dignité. Elle a l'air d'être une femme sage. Elle l'est. Elle m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir. Quoi donc? Elle m'a dit qu'il y a 2 types de personnes qui finissent par faire ce travail. Celles qui n'ont jamais eu d'opportunité et celles qui ont gâché les opportunités qu'elles ont eues. Elle m'a demandé dans quel groupe j'étais. Et tu lui as répondu quoi? Je lui ai dit la vérité, que j'avais eu toutes les chances du monde. Une famille qui m'aimait, un foyer stable, un héritage. Et que j'avais tout gâché en suivant un homme qui ne valait rien. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle a ri et m'a dit. Eh bien, Mijita, au moins tu sais exactement pourquoi tu es ici. Ça te met déjà un cran au-dessus de beaucoup de gens. Angela s'est servi un verre d'eau et s'est assise avec moi à la table. Maman, je veux que tu saches quelque chose. Ces jours ont été les plus durs de ma vie. Mais aussi les plus importants. Pourquoi? Parce que je comprends enfin ce qui est vraiment important. Ce n'est pas l'argent, ni vivre dans l'appartement le plus luxueux. Ni impressionner les gens. C'est d'avoir des personnes qui t'aiment vraiment. Qui sont là quand tout s'écroule. Angela. Non, laisse-moi finir. Tu as toutes les raisons de me détester pour ce que je t'ai fait. Je t'ai abandonné quand tu avais le plus besoin de moi. Je t'ai tout pris, tout ce que papa t'avait laissé. Je t'ai traité comme un fardeau. Et maintenant, je suis ici encore, à espérer que tu me pardonnes et que tu t'occupes de moi. Je t'ai déjà pardonné, ma fille. Mais moi, je ne me suis pas encore pardonné. Et je ne le ferai pas tant que je n'aurai pas prouvé que j'ai vraiment changé. Que j'ai appris de mes erreurs. Le lendemain matin, Roré m'a appelé. Madame Antonia, j'ai d'excellentes nouvelles. La procédure légale est presque terminée. On peut libérer votre fille de toutes les dettes d'Eduardo. Le moment était venu. Après des semaines à observer Angela lutter, travailler et réfléchir à ses erreurs. Le moment était enfin arrivé de lui montrer qu'elle n'avait jamais été seule. Qu'elle avait toujours eu quelqu'un qui veillait sur elle dans l'ombre. Roré, je veux que tu organises une réunion. Il est temps que ma fille découvre toute la vérité. Roré a organisé la réunion pour vendredi matin dans son bureau. J'ai dit à Angela que j'avais pris un rendez-vous avec un avocat. Qui pourrait l'aider à résoudre ses problèmes juridiques. Mais je ne lui ai pas expliqué les détails. Elle a accepté de venir, bien qu'elle était inquiète du coût de la consultation. Maman, je n'ai pas d'argent pour payer un avocat. Je peux à peine couvrir mes dépenses de base. Ne t'en fais pas pour ça maintenant, ma fille. On va écouter ce qu'il a à dire. Nous sommes arrivés au bureau de Roré à l'heure. Angela avait mis ses plus beaux vêtements, qui semblaient maintenant un peu trop grands pour son corps amaigri. Elle était nerveuse, jouait avec ses mains. Attendant encore une mauvaise nouvelle de plus à sa liste. Roré nous a accueillis avec son sourire professionnel habituel. Madame Antonia, mademoiselle Angela, merci d'être venue. Merci de nous recevoir, répondit Angela. Mais je dois vous prévenir que ma situation financière est très compliquée. Et que je ne pourrai probablement pas payer des honoraires élevés. C'est justement de ça qu'on va parler, dit Roré en échangeant un regard avec moi. Mais d'abord, j'ai besoin que vous lisiez ces documents. Roré remit à Angela une épaisse chemise. Elle l'ouvrit et commença à lire. Son expression passant peu à peu de la confusion à la surprise. Je ne comprends pas. Ces documents disent qu'Eduardo a falsifié ma signature. Qu'il y a des preuves de fraude. Que je ne suis pas responsable des dettes. C'est exact. Nous avons enquêté sur votre cas ces dernières semaines. Nous avons trouvé suffisamment de preuves pour démontrer que vous avez été victime d'un vol d'identité. Mais, comment est-ce possible? Qui a payé cette enquête? Je n'ai pas d'argent pour ça. Roré me regarda. C'était mon moment. Angela, il y a quelque chose que je dois te dire. Quoi donc, maman? J'ai pris une grande inspiration. Après des semaines à jouer un rôle. J'allais enfin lui révéler la vérité. Ton père m'a laissé plus que ce que tu savais. Beaucoup plus. Que veux-tu dire? Roré, montre-lui les autres documents.
Rory sortit un deuxième dossier et le tendit à Angela. Cette fois, il y avait les actes de propriété, les relevés bancaires, les certificats d'investissement, tout le patrimoine que Roberto avait construit en secret. Angela lut en silence pendant plusieurs minutes. Son visage passa par toute une gamme d'émotions. La confusion, l'incrédulité, le choc, et enfin, la compréhension. Maman, ça dit que tu es propriétaire de l'immeuble où je vivais. Oui. Et que tu as d'autres biens, des comptes en banque, des investissements. Oui. Ça veut dire que quand j'ai vendu la maison à la plage, c'était ma maison, et la vente était frauduleuse. Je l'ai déjà récupérée. Angela resta silencieuse, regardant les papiers, essayant de tout assimiler. Depuis quand tu sais tout ça? Depuis le jour où tu m'as appelé depuis le cabinet médical. Tu savais tout ça quand je suis rentré d'Europe pour demander de l'aide? Oui. Tu savais que tu pouvais régler tous mes problèmes. Alors que tu me voyais pleurer tous les soirs? Oui. Il y eut un long silence tendu. Angela referma les dossiers et me regarda droit dans les yeux. Pourquoi, maman? Pourquoi tu m'as laissé souffrir alors que tu pouvais m'aider? C'était la question que j'attendais depuis des semaines. Parce que tu devais apprendre quelque chose. Que tu ne pouvais apprendre d'aucune autre manière. Apprendre quoi? Tu devais apprendre la valeur des choses que tu avais perdues. La valeur de la famille, du respect, de la responsabilité. Quand tu m'as abandonné, tu ne m'as pas seulement pris de l'argent. Tu m'as pris ma dignité, mon amour, ma confiance. Angela s'est mise à pleurer. Mais ce n'étaient pas des larmes d'autocompassion comme celles qu'elle avait versées ces dernières semaines. C'étaient des larmes de vraie compréhension. Je t'ai abandonné quand tu avais le plus besoin de moi. Oui. Je t'ai traité comme si tu étais une moins que rien. Oui. Et tu m'as quand même sauvé. Oui, mais pas comme tu t'y attendais. Je ne t'ai pas sauvé en te donnant de l'argent pour que tu continues à faire les mêmes erreurs. Je t'ai sauvé en te laissant toucher le fond, pour que tu puisses apprendre à te sauver toi-même. Rory intervint discrètement. Mademoiselle Angela, votre mère a payé tous les frais juridiques pour vous libérer des dettes d'Eduardo. Elle a aussi récupéré toutes les propriétés qui avaient été vendues de manière frauduleuse. Vous êtes maintenant complètement libre de tout problème légal. Et le travail de nettoyage que j'ai trouvé? Tu peux l'arrêter si tu veux, lui ai-je dit. Mais j'espère que tu ne le feras pas. Pourquoi? Parce que ce travail t'apprend quelque chose que tu n'as jamais appris quand tout était facile. Il t'enseigne la valeur de ton propre effort, la dignité d'un travail honnête, et l'importance de valoriser chaque peso que tu gagnes. Angela s'essuya les larmes et me regarda avec une expression que je n'avais pas vue depuis des années. Ce n'était pas le regard d'une fille qui a besoin de sa mère, mais celui d'une femme adulte qui respecte une autre femme. Tu me pardonnes, maman? Je t'ai déjà pardonné depuis longtemps, ma fille. La vraie question, c'est, est-ce que toi, tu peux te pardonner toi-même? Je ne sais pas si je peux. J'ai fait des choses impardonnables. Les gens font des erreurs, Angela. L'important, c'est ce qu'on fait après les avoir reconnus. Rory nous laissa seuls dans son bureau pour quelques minutes. Angela et moi restâmes assises en silence, en train de réfléchir à tout ce qui venait de se passer. Maman, je veux que tu saches quelque chose. Même si tu n'avais pas eu tout cet argent, même si tu avais été vraiment la veuve pauvre que je croyais, j'aurais quand même appris la même leçon. Et quelle leçon? Et qu'il n'y a rien de plus précieux que d'avoir quelqu'un qui t'aime sans condition. Pendant toutes ces semaines, ce qui m'a permis de rester debout, c'est de savoir que j'avais un foyer avec toi. Que peu importe à quel point j'avais gâché ma vie, tu étais toujours ma mère. Ça ne changera jamais, Angela. Je le sais, mais je sais aussi que je ne peux plus jamais considérer cet amour comme acquis. Je dois le mériter chaque jour avec du respect, de la gratitude, et des actes, pas seulement avec des mots. Nous sommes sortis du bureau de Rory avec une relation complètement nouvelle. Nous n'étions plus juste mère et fille liées par le sang et l'habitude. Nous étions deux femmes adultes qui s'étaient choisies l'une l'autre après avoir traversé la pire des épreuves. Les semaines suivantes ont été des semaines de reconstruction, mais pas comme Angela l'imaginait. Même si elle savait maintenant que j'avais assez d'argent pour résoudre tous ses problèmes, elle choisit de garder son travail de nuit en tant que femme de ménage. Maman, j'ai besoin de finir ce que j'ai commencé,
me dit-elle un soir en se préparant pour aller travailler. Je ne peux pas juste retourner à une vie confortable comme si rien ne s'était passé. Tu es sûr? Tu n'as pas besoin de te punir pour toujours. Ce n'est pas une punition. C'est une façon de me rappeler qui j'étais et qui je veux être maintenant. Je la regardais mettre son uniforme de travail, ce qui aurait été impensable il y a quelques mois, quand elle vivait dans un appartement luxueux avec Eduardo. Mais il y avait quelque chose de différent dans sa posture, dans sa manière de bouger. Ce n'était plus la femme brisée qui était arrivée en pleurant à ma porte. C'était quelqu'un qui avait trouvé la dignité dans le travail honnête. Aurora est venue me rendre visite cet après-midi-là, comme elle le faisait tous les quelques jours depuis le retour d'Angela. Antonia, il y a des rumeurs très étranges qui circulent dans le quartier. Quel genre de rumeurs? Les gens disent que tu n'es pas aussi pauvre qu'on le pensait. Quelqu'un a vu Angela sortir d'un cabinet d'avocat très chic au centre-ville, puis on l'a vu rembourser toutes ses dettes à la banque. Les gens parlent beaucoup, Aurora. Oui, mais ils disent aussi que tu as récupéré ta maison à la plage, et que d'une manière ou d'une autre, tu as réussi à régler tous les problèmes juridiques d'Angela. Tout cela coûte très cher, Antonia. Aurora me connaissait trop bien pour que je puisse lui mentir encore longtemps. Qu'est-ce que tu veux vraiment savoir? Je veux savoir si ma meilleure amie depuis 40 ans m'a menti sur sa situation. Je me servis une tasse de thé et je m'assis en face d'elle. Il était temps d'être honnête avec quelqu'un d'autre. Roberto m'a laissé plus que ce que personne ne savait, Aurora. Beaucoup plus. Combien plus? Assez pour que Angela et moi n'ayons plus jamais à nous inquiéter pour de l'argent. Aurora resta silencieuse un moment, en train de digérer cette information. Et pourquoi tu as fait semblant d'être pauvre pendant tous ces mois? Parce que j'avais besoin que Angela apprenne quelque chose qu'elle ne pouvait apprendre d'aucune autre manière. Je lui ai tout raconté, l'appel cruel d'Angela, mon plan de vengeance silencieuse, les semaines à l'observer toucher le fond, et enfin, la révélation chez Roré. Antonia, c'est brillant et terrible à la fois. Terrible? Oui, parce que tu as laissé ta propre fille souffrir alors que tu aurais pu l'aider tout de suite. Mais aussi brillant, parce que je comprends pourquoi tu l'as fait. Tu comprends vraiment? Oui. Angela avait besoin d'apprendre la valeur des choses qu'elle avait perdues. Si tu lui avais simplement donné de l'argent pour régler ses problèmes, elle aurait appris qu'il y aurait toujours quelqu'un pour la sauver des conséquences de ses mauvaises décisions. Exactement. Mais Antonia, ça ne te faisait pas mal de la voir souffrir? Chaque jour. Chaque nuit où je la voyais pleurer. Chaque matin où je la voyais partir travailler, épuisée et abattue. Mais je savais que si je la sauvais trop tôt, elle n'apprendrait pas toute la leçon. Et tu crois qu'elle l'a apprise? Regarde par toi-même. Angela sait maintenant qu'elle a accès à assez d'argent pour vivre confortablement. Mais elle a choisi de garder son travail. Elle sait qu'elle peut déménager dans un endroit meilleur, mais elle a décidé de rester ici avec moi. Elle sait qu'elle n'a plus à s'inquiéter des dettes, mais elle utilise ses économies pour aider d'autres femmes dans des situations similaires. Et elle aide d'autres femmes? Oui. Elle s'est liée d'amitié avec les femmes avec qui elle travaille, et elle utilise une partie de l'argent qu'elle gagne en nettoyant des bureaux pour aider une collègue qui a du mal à payer la crèche de son fils. Aurora sourit. Ce n'est pas Angela qui est partie en Europe. Non. Pas du tout. Cette Angela comprend que l'argent est un outil, pas un objectif. Elle comprend que la dignité vient du travail et du respect, pas des choses matérielles. Ce soir-là, quand Angela rentra du travail, elle me trouva en train de lire dans le salon. Maman, je dois te dire quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Donia Carmen m'a demandé si j'étais la fille de la dame riche du quartier nord. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Je lui ai dit que oui, que tu avais assez d'argent pour que je n'ai pas besoin de travailler. Et tu sais ce qu'elle m'a demandé ensuite? Quoi? Elle m'a demandé pourquoi je continuais à travailler. Alors je lui ai expliqué que j'avais besoin de me prouver à moi-même que je pouvais m'en sortir toute seule. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a rigolé et m'a dit, Mija, voilà la différence entre être riche et faire semblant d'être riche. Ta mère t'a appris à être riche pour de vrai. Donia Carmen est très sage. Oui, et elle m'a fait comprendre quelque chose d'important. Ce n'est pas une question d'argent qu'on a, mais de comment on l'utilise et de la relation qu'on a avec lui. Angela s'est assise avec moi sur le canapé. Maman, je veux que tu saches que j'ai pris une décision. Laquelle?
Je vais rester vivre ici avec toi, mais pas comme une fille qui revient chez sa mère. Je veux rester comme une femme adulte qui choisit de partager sa vie avec sa mère. Quelle est la différence? La différence, c'est que je vais payer ma part des dépenses. Je vais contribuer à l'entretien de la maison et traiter cette relation comme un partenariat entre deux femmes indépendantes qui s'aiment et se respectent. Angela, tu n'as pas besoin d'eux. Si, j'en ai besoin, maman. J'ai besoin que notre relation soit différente de ce qu'elle était avant. Avant, j'étais une fille qui croyait que l'amour et les soins de sa mère lui étaient dus. Maintenant, je veux être une femme adulte qui respecte et prend soin de la relation la plus importante de sa vie. Et ton travail? Je vais continuer à travailler, mais pas forcément toujours à nettoyer des bureaux. Je veux étudier. Je veux me former pour faire quelque chose de plus important avec ma vie. Mais je veux le faire étape par étape, en méritant chaque opportunité. Tu sais déjà ce que tu veux étudier? Oui, je veux étudier le travail social. Ces semaines m'ont appris combien de gens vivent des situations difficiles sans avoir personne pour les soutenir. Je veux utiliser les ressources que nous avons pour aider d'autres femmes qui vivent ce que j'ai vécu. C'était parfait. Angela avait non seulement appris à apprécier ce qu'elle avait, mais elle avait aussi trouvé une façon d'utiliser son expérience pour quelque chose de constructif. Et Eduardo? Qu'est-ce qu'il devient? Roré m'a dit qu'il avait été arrêté en France pour mariage frauduleux. Il va bientôt être expulsé, mais honnêtement, maman, je m'en fiche maintenant. Cette partie de ma vie est terminée. Tu ne ressens aucune rancune? Non, Eduardo m'a rendu service sans le savoir. S'il ne m'avait pas abandonné et trahi, je n'aurais jamais touché le fond. Et si je n'avais jamais touché le fond, je n'aurais jamais appris à vraiment apprécier ce que j'ai. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, je me suis couché complètement en paix. Mon plan avait parfaitement fonctionné. Angela n'avait pas seulement appris les leçons qu'elle devait apprendre, elle était sortie de cette expérience comme une personne plus forte, plus sage et plus compatissante. Roberto aurait été fier. 6 mois plus tard, notre vie avait trouvé un nouvel équilibre que ni elle ni moi n'aurions pu imaginer. Angela a terminé ses études en travail social avec d'excellentes notes. Et moi, j'ai décidé d'utiliser une partie de mes ressources pour créer une fondation qui aide les femmes victimes de violences domestiques ou abandonnées financièrement. Maman, la lettre de l'université est arrivée, m'a dit Angela un matin en entrant dans la cuisine avec une enveloppe à la main. Ils m'ont accepté en master. C'est merveilleux. Tu commences quand? Le semestre prochain. Mais maman, je veux que tu saches que je vais le payer avec mes propres économies. J'ai mis de côté de l'argent grâce à mon travail dans un bureau du gouvernement où je travaille maintenant. Angela avait trouvé un emploi dans les services sociaux après l'obtention de son diplôme, elle aidait des familles en crise. Le salaire n'était pas élevé, mais elle avait appris à vivre avec l'essentiel et à apprécier chaque peso qu'elle gagnait. Tu es sûr? On peut facilement payer ton master. Je sais, mais j'ai besoin de le faire seul. Ça fait partie de qui je suis maintenant. Aurora est arrivée cet après-midi-là pour prendre le thé, comme elle le faisait chaque vendredi depuis quelques mois. Elle était devenue notre confidente à toutes les deux, observant notre transformation avec fascination. Antonia, je dois te confesser quelque chose, a-t-elle dit en se servant une deuxième tasse. Au début, j'ai pensé que tu avais été trop dur avec Angela. Et maintenant, qu'en penses-tu? Maintenant, je pense que tu as été la mère la plus sage que j'ai connue. Regarde ta fille, regarde-la. C'était vrai. L'Angela qui était dans le salon en train d'étudier pour ses examens était complètement différente de celle qui était partie en Europe quelques mois auparavant. Cette Angela-là avait une sérénité qui venait de l'intérieur, une confiance basée sur ses propres efforts, pas sur des biens matériels. Tu savais que j'ai vu Angela hier au marché en train d'acheter des légumes pour une famille qu'elle aide par son travail? Elle ne me l'avait pas dit. Et quand je lui ai demandé pourquoi elle utilisait son propre argent au lieu du budget du gouvernement, elle m'a répondu que certaines choses ne peuvent pas être mesurées par des budgets officiels. Ce soir-là, Angela et moi avons dîné sur la terrasse, quelque chose que nous étions devenus habitués à faire. C'était notre moment pour parler de la journée, faire des projets et simplement profiter de notre présence mutuelle. Maman, j'ai reçu une lettre très étrange aujourd'hui, m'a-t-elle dit en coupant sa salade. De qui? D'Eduardo. Mes muscles se sont tendus. Eduardo? Il t'a écrit? Depuis où? Depuis la prison en France. Apparemment,
il a été condamné à 2 ans pour fraude conjugale. Dans la lettre, il dit qu'il regrette tout ce qu'il a fait, qu'il veut me demander pardon. Et qu'est-ce que tu ressens? Honnêtement, rien. Ni colère, ni tristesse, ni envie de vengeance. C'est comme si cette partie de ma vie datait d'il y a des décennies, pas de quelques mois. Tu vas lui répondre? Non, pas parce que je le déteste, mais parce qu'il n'y a rien à dire. Cette Angela qui s'est mariée avec lui n'existe plus. Cette Angela-là n'a rien à lui dire. J'ai été impressionné par la maturité dans sa voix. La femme assise en face de moi avait développé une force intérieure qui venait du fait d'avoir touché le fond et s'être relevée seule. Tu sais ce que toute cette expérience m'a appris, maman? Quoi? Que le vrai amour, ce n'est pas celui qui te dit ce que tu veux entendre. Le vrai amour, c'est celui qui t'apprend ce que tu dois apprendre, même si ça fait mal. C'est une leçon difficile à apprendre, oui, mais nécessaire. Eduardo me disait ce que je voulais entendre. Il me faisait me sentir spécial. Il m'a convaincu que je méritais une vie de luxe sans rien faire. Toi, tu m'as appris que la vraie richesse vient du travail, du respect et des relations sincères. Ce soir-là, après qu'Angela soit partie étudier dans sa chambre, je me suis assise seule sur la terrasse, regardant les étoiles et pensant à Roberto. Je lui avais promis de veiller sur notre fille, et maintenant, je sentais enfin que j'avais tenu cette promesse de la bonne façon. Je ne m'étais pas occupé d'elle en lui donnant de l'argent quand elle en avait besoin. Je m'étais occupé d'elle en lui apprenant à s'occuper d'elle-même. Je ne l'avais pas sauvée en résolvant ses problèmes, je l'avais sauvée en la laissant apprendre à les résoudre seule. Le lendemain, c'était dimanche, et nous avions prévu de visiter la maison de la plage ensemble pour la première fois depuis que je l'avais récupérée. Angela n'avait pas voulu y aller avant, disant qu'elle avait besoin de temps pour digérer tout ce qui s'était passé. « Tu es prête ?» lui ai-je demandé pendant qu'on montait dans la voiture. Je crois que oui. Le trajet a été silencieux, mais paisible. Quand nous sommes arrivés, Angela est restée un moment dans la voiture à regarder la maison où nous avions passé tant d'été en famille. Elle a dit finalement, elle est exactement pareille. Certaines choses ne changent pas, mais d'autres oui. Je ne suis plus la même personne qui a vendu cette maison. Nous sommes entrés ensemble. La maison était propre et rangée, exactement comme Roberto et moi l'avions gardée pendant des années. Angela a parcouru chaque pièce, touchant les meubles, regardant les photos de famille accrochées au mur. « Maman, je veux te demander pardon. » « Tu me l'as déjà demandé, ma fille. »« Non, je veux te demander pardon spécialement pour cette maison, pas seulement pour l'avoir vendue, mais pour avoir réduit tous nos souvenirs de famille à une simple transaction. C'est déjà pardonné. Cette maison représente 40 ans d'été en famille, d'anniversaire, de Noël. Papa a construit cette terrasse de ses propres mains. Toi, tu as planté ce jardin. Moi, j'ai appris à nager sur cette plage. Et j'ai tout transformé en argent pour financer l'aventure d'un homme qui ne valait rien. Elle s'est assise sur le canapé où Roberto lisait chaque dimanche matin. Tu sais ce qui me fait le plus mal? Quoi? Que quand je l'ai vendue, je n'ai rien ressenti. C'était juste une maison de plus. Mais maintenant que je suis ici à nouveau, je peux sentir papa dans chaque coin. Je peux entendre son rire, sentir son café du matin, voir ses lunettes de lecture sur la table. Il est ici, Angela. Il a toujours été ici. Je le sais. Et je sais aussi qu'il est fier de la façon dont tu as géré tout ça. Nous avons passé toute la journée dans la maison. À cuisiner ensemble, nettoyer, réparer de petites choses. C'était comme un rituel de reconnexion, pas seulement avec l'endroit, mais avec les valeurs que ce lieu représentait. Quand le soleil a commencé à se coucher, nous nous sommes assis sur la terrasse que Roberto avait construite, en regardant la mer. Maman, j'ai une proposition. Laquelle? Je veux qu'on transforme cette maison en refuge temporaire pour des femmes qui sortent de situations de violence domestique. Un endroit où elles peuvent rester pendant qu'elles reconstruisent leur vie. C'était la proposition parfaite. Roberto aurait adoré l'idée que sa maison de plage serve à aider d'autres familles. Je trouve que c'est une belle idée, ma fille. On peut utiliser une partie des ressources de la fondation pour l'entretenir et je peux superviser le programme à travers mon travail. Tu es sûr de vouloir transformer notre refuge familial en ça, maman? Les meilleurs refuges sont ceux qu'on partage. Papa disait toujours qu'une maison n'est vraiment un foyer que quand elle ouvre ses portes à ceux qui ont besoin d'amour. Il avait raison.
Roberto avait toujours été généreux avec notre maison, en invitant de la famille, des amis, des voisins qui avaient besoin d'un endroit où dormir. Nous sommes rentrés chez nous ce soir-là avec un nouveau projet et une relation complètement renouvelée. Nous n'étions plus mère et fille par obligation ou par besoin. Nous étions deux femmes qui avaient choisi consciemment de construire une vie ensemble basée sur l'amour, le respect et un but commun. Cette nuit-là, avant de m'endormir, j'ai parlé à Roberto en silence. On y est arrivé, mon amour. Notre fille a enfin compris ce qui compte vraiment. Et pour la première fois depuis sa mort, j'ai senti qu'il me répondait. J'ai toujours su que vous y arriveriez. Vous êtes toutes les deux plus fortes que vous ne le pensez. La justice était arrivée, non pas comme une vengeance, mais comme une leçon. Pas comme une punition, mais comme une transformation. Et à la fin, nous avions toutes les deux gagné quelque chose de bien plus précieux que l'argent. Nous avions gagné une relation authentique, construite sur des bases solides que rien, aucune crise future, ne pourrait détruire.